Salut YouTube. Salut YouTube. On va regarder les meilleurs moments de l'interview de Mélenchon et que dedans il dit des trucs genre « Ouais, les Arabes, venez coucher avec nos femmes !» Je te jure que... Non, c'est pas Alors, je te jure qu'il dit ça. Alors, oui, et il dit qu'il est arabe aussi lui-même. Oui, il dit qu'il est maghrébin européen oui. aussi. Et qu'il est triste parce qu'il parle plus arabe et qu'il se dit que c'est la meilleure solution pour faire face au grand remplacement. Oui. Un truc comme ça. Oui. C'était un colon, un Marocain, ton daron, juste une question comme ça. Mais le daron de qui ? Tu parles à qui ? À moi ? Ah, mon daron, il est à 10% turc par contre. Je parle à quelqu'un qui a dit son daron a grandi au Maroc. Ah oui, ok, c'est un maghrébin européen aussi comme Mélenchon. Comment ça, 10% ? Bah, c'est lui qui m'a dit ça. Parce qu'apparemment, il y a du turc à un moment dans l'arbre généalogique. Au tiers, je crois que c'est au tiers arrière-grand-père, je crois. Quand tu dis à 10%, tu peux aussi t'abstenir. Ah non, c'est très premier degré. Hein. Moi, je réclame l'identité turque, du coup. Hein. T'as failli pas manger de porc, putain, quelle perte. Horrible. Hein. Heureusement qu'on n'a pas gardé ça, quoi. Oui, bon, mais les gens, attendez. Mais les blancs be like. Mais attendez les gens, vous allez dénier mon identité turque ? Vous savez que c'est vachement raciste ce que vous faites. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas remettre en question ma turquité en fait. Vraiment. Hein. Les gens subissent du racisme systémique à cause de ça. Quand je mange des keftas, je pense au bled, je suis mort. Est-ce que tu reconnais le génocide arménien ? Et oh, c'est quoi cette réécriture de l'histoire alors que le glorieux peuple turc s'est défendu, j'imagine ? C'est quoi les arguments des nations turques ? Je les connais même pas. Putain, je crois que je suis pas si turc que ça. Ok, donc on va commencer pour planter un peu le paysage Ouais. avec tes origines, avec ton enfance au Maroc, et puis comment tu es arrivé en France et cette expérience que tu as décrite comme un peu traumatique. Après, moi, en tant que Turc européen, je pense que je vais comprendre son sentiment. Oui. Moi aussi, j'ai été arraché à mon pays d'origine. J'ai eu la chance dans ma vie d'être exposé à des événements historiques de grande ampleur et qui pénétraient, dont la discussion pénétrait toutes les familles. Je suis d'une famille... Oui, je vais mettre un tréma sur le A de mon frère. Les pieds noirs sont les populations européennes qui avaient été rassemblées pour coloniser l'Algérie et en partie le Maroc. La colonisation de l'Algérie a été un échec complet pour les Français. Alors que le Maroc, ça s'est bien passé. Alors que le Maroc, ça s'est bien passé. Bah, c'est un peu... Oh, mais tu vas pas défendre. Non, c'est un peu ce qu'il va dire. Ah oui. Mais parce que l'Algérie, c'était vraiment une colonisation, là où le Maroc, je crois que c'était plus en mode protectorat, du coup... Donc ça va. Si c'est en plus, Non, mais protectorat, il y a protection dedans. Non, Genre, mais un protectorat, du coup, c'est simplement... Tu vois, c'est comme prendre un enfant dans ses bras, le protectorat. Non, mais du coup, c'est vraiment des modalités où l'Algérie, il y avait vraiment une politique de peuplement active. Là où le Maroc... Oh, vas-y, ouais. Non, mais je t'écoute. J'ai la tête. J'ai entendu que t'as dit le protectorat. L'enfant marocain dans nos bras. Que l'on protégeait des bras forts mais doux de l'Occident. C'est ça que t'as dit, on est d'accord ? Non, mais du coup, ça veut dire que l'accord que t'as avec les élites du pays sont pas les mêmes que quand c'est de la full, voilà quoi. Donc en fait, c'est plus avec la complicité des élites, là où la colonisation en mode Algérie, c'est vraiment... Faut secouer la manette pour calmer le Maroc. J'ai la rêve Death Stranding. Les Français font des guerres, mais ils ne savent pas faire des colonies de peuplement. Ils ont été incapables de peupler le Canada, incapables de peupler la Louisiane. Attends, mais Mélenchon, il est en mode la De toute France, façon, on est trop nuls en colonialisme, nous. skill issue, la colonisation. On sait pas faire des colonies. On est très fort pour faire la guerre, mais pas pour les coloniser, tiens. Franchement, à chaque fois, on n'arrive pas à s'y intégrer. Qu'est-ce que c'est que cet avide ? Alors que si on avait été bon, peut-être que... Oh, je suis mort. Et de même, ils ont été incapables de peupler l'Algérie. Si bien que les écrits des premiers militaires nous montrent des militaires disant « Mais arrêtez de nous envoyer des escrocs et des voyous, envoyez-nous des forgerons, envoyez-nous des paysans, mais pas ces gens dont on n'a rien à faire. » Et d'ailleurs, la plupart des militaires français qui se trouvaient là se demandaient ce qu'ils foutaient là, parce que pour eux, ce qui était important, c'était de préparer la guerre contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Okay. Et donc, nos populations, si je raconte ça, c'est pour parler un peu d'un environnement qui ne pouvait pas être idéologiquement stabilisé par la participation à des luttes nationales. Bon, on est d'accord qu'il est en mode. Nous, on était bien au Maroc, on voulait juste être forgeron. Oui. Mais malheureusement, au lieu d'être gentil et de rester là-bas et de faire le Maroc français, on a été trop garés. Du coup, ils ont plus voulu de nous. Non, c'est plutôt en mode, on a été un peu amenés là parce qu'ils voulaient coloniser sans vraiment vouloir coloniser. Et nous, on s'est retrouvés arrachés à ça, alors qu'en vrai, on aimait bien les Marocains, même si mes parents, ils étaient un peu Mais racistes. ça, c'est son côté le plus camusien, Oui, quoi. Genre, c'est vraiment... En fait, t'es obligé de comprendre pourquoi il y a des gens un peu en malaise sur cet éclat de oui, Mélenchon. bien sûr, bien Et la sûr. vérité, c'est que la plupart des gens, ils sont en mode un peu affectueux avec son avis un peu fou du bus. Mais quel con, oui, voilà. Genre, Oui. Après, c'est là que tu vois à quel point il est attachant. C'est que il a un côté un peu, en vrai, un peu pied noir, quoi.
Bah, de fou. Un peu de mais c'était chez nous quand même, et personne lui en veut. Je trouve ça deep, c'est fou quoi. Bon, ok. La famille Mélenchon vient d'Andalousie. Et en plus, il est en mode, nous, on était espagnols de base. On était espagnols, on n'était pas français à la base. Attends. Et c'est pour ça qu'il aime la créolisation. Bah oui. C'est un Espagnol nostalgique de sa vie au Maroc qui a fini en France, quoi. C'est quand même Oui, en beau. plus, qui s'est retrouvé genre en Normandie, quoi. Et c'est avec pour des ça alcooliques. que sa vraie mère, c'est la République française. Exactement. Jacobine. Exactement. C'est une C'est salade, une salade de de fruits. fruits, sa famille. Et moi, je reconnais ça par rapport à mon rapport à la Turquie. Il a sans faire exprès que sa mère est juive. Bah, il l'a sous-entendu 200 fois, les gens. Enfin, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Genre, il y a 10 000 interviews où il le fait turbo comprendre. Genre, à un moment donné, il va falloir... Genre, on est d'accord que c'est obvious depuis le début des bails sur l'antisémitisme où il pète des plombs, où il dit sans le dire. Non, peut-être que je suis fou. Moi, j'ai pas capté ça, mais peut-être. Ah bon? Mais il y a plein de fois où il est en mode... Mais à quel moment où il parle, où il est en mode nos familles, si vous saviez qu'il y a des gens dans notre parti, ce que vous dites de manière intime, et là il se met à pleurer. Enfin, allô, Ah oui, oui. Mais parce qu'en fait, il est tellement empathique envers les gens que je me dis qu'il parle vraiment des gens de ses camarades, quoi. Bah moi je me suis souvent dit, mais attends, il parle soit de gens très proches à lui, soit il parle de sa famille à lui. J'ai pas dit daronne, là les gens ils disent sa daronne, mais le fait que ça concerne sa famille, c'était plus que clair. Oui, l'interview c'est à vous et tout. Genre, oui, non mais oui, tu viens de me le faire comprendre. Ouais. Non mais après les gens là, quelqu'un dans le chat a dit sa mère, mais moi j'étais même moi je pensais que c'était plus des trucs dans sa famille élargie, ou même tu sais, je sais pas, je me disais même sa belle famille, ça se trouve, tu vois, un truc quand même qui était intime, tu vois, genre j'en sais rien, tu vois. Voilà quoi. Mais oui. Et de l'autre côté de la Sicile. Et enfin, la dernière partie était sur place avant les Français. Et pareil, ce truc-là, la dernière partie était sur place avant les Français. Tu as aussi un peu un truc de... On n'était pas que Espagnols et Siciliens, il y en avait aussi qui étaient là avant. À cause de mon histoire, l'antisémitisme est interdit. Oui, c'est ça. Il y a tellement de phrases comme ça, les gens. Oui. Genre vraiment. Mais je croyais qu'il parlait de son histoire politique, c'est pour ça. Mais oui, maintenant ça fait sens de fou. Non, mais oui, t'as raison, ça fait sens de fou. Cassandre, il a pleuré à la télé tellement c'est horrible pour lui qu'on lui dise ça quand il a parlé des familles, de son mouvement, de gens intimement touchés qui ne veulent pas en parler. Oui, mais et plein de fois où il y a même des fois où il est en mode à deux doigts de le dire et qu'il s'y refuse. Enfin, tu sens qu'il y a un truc perso, quoi. Oui, c'est vrai. Exact. Vous savez pourquoi je peux pas. Oui, il dit à Apollonie, et vous savez très bien pourquoi je peux pas l'être, parce que je pense qu'il lui a peut-être déjà raconté, et qu'il y a Apollonie qui est un peu gênée et qui dit rien et tout, genre. Ok, oui, ça fait sens. Ok, oui. En tout cas, non, mais que ça soit directement lui ou un truc, enfin, tu vois, genre un truc de gens très proches. En tout cas, il sous-entend tout le temps que des gens très proches à lui sont concernés par le bail, quoi. Donc il n'y avait pas d'arrière-plan comme il pouvait y en avoir en France, soit parce qu'on venait d'une région qui avait été envahie par les Allemands, soit parce que les gens avaient participé eux-mêmes à des luttes d'expropriation des nobles ou des curés. Rien de tout ça ne les avait jamais concernés. Et donc c'est une population qui vivait l'identification à la France comme une sorte de plus incroyable. Dans l'interview, il dit « Ma mère s'est convertie au christianisme ». Mais c'est Vincent Ladon dans de sang et d'argent, là. D'argent et de sang. D'argent et de sang. C'est où il redécouvre sa judéité et tout, là. Pourquoi il voudrait pas dire que sa mère est juive? Mais les gens, vous êtes étonnés que Mélenchon se refuse à utiliser l'intime. Genre les gens, c'est Mélenchon corps. La fierté, moi, ça ne m'étonnerait pas, quoi. Et donc tout le monde était Algérie française. Il faut se rendre compte, je suis né en 51, donc les événements en Algérie, la guerre d'Algérie commence en 1954, le 1er novembre, et au Maroc, elle finit en 1956 par la libération du Maroc. Donc au Maroc, j'ai été confronté aux manifestations pour l'indépendance. Et ensuite, à propos de l'Algérie, on ne parlait que de ça à la maison, et tout le monde était évidemment Algérie française. Ce qui a buté immédiatement sur deux difficultés. D'abord, mon propre caractère, qui au Maroc me liait, j'y suis né donc assez spontanément aux Marocains, aux Arabes, aux musulmans, sans qu'il y ait pour moi un problème sur le sujet. Donc là, il est en mode, là, il sous-entend ma famille, ils étaient full Algérie française et ils aimaient la France. Mais moi, en vrai... J'étais un peu d'accord avec eux naturellement parce que j'avais grandi avec eux, quoi. Oui, non, il était contre, du coup, il était pas d'accord avec sa famille. En gros, c'est vraiment le truc, mais c'est comme beaucoup pour les trucs qu'il dit. C'est ça. Il reconnaît que sa famille c'était des colons, mais lui c'était un gosse qu'il aurait bien aimé, qu'il aurait bien été juste un gamin parmi les autres et pouvoir rester là-bas, c'est un peu délu. Mais c'est marrant, ça me fait énormément penser à ce que dit Didier Lestrade dans son bouquin. Il en parle aussi un peu comme ça, en mode enfance en Algérie, et un peu l'espèce de truc de... Il voit les sentiments ambivalents de ses parents, et lui
lui qui aurait bien aimé pouvoir jouer avec les enfants algériens, et pour lui c'était son pays, c'était pas un problème, et qu'il comprenait pas les crispations, etc. Et qu'il identifiait un peu ça comme pourquoi il s'est toujours tenu aux côtés des Arabes face au racisme, etc. C'est qu'en fait, ayant grandi en Algérie, oui, son identification c'était avec les enfants algériens, quoi. Comme Mélenchon qui a regardé Wissam et qui a dit tu sais que je suis plus maghrébin que toi. Toi, tu n'y es jamais allé. Je suis plus maghrébin que toi. Mais c'est aussi sur le truc qu'il dit sur les enfants français issus de l'immigration, etc. De montrer ça vraiment comme un processus humain de tu nais dans un pays, tu y es forcément attaché. Tout comme lui, étant né au Maroc, il était forcément attaché aux Marocains, même si sa famille est Algérie française, etc. Quoi. Donc tu sais, t'as un truc en mode qu'il l'a vécu dans sa chair et du coup qu'il voit comment ça peut être contradictoire et que voilà quoi. Dans la famille, ça n'était pas forcément bien vu. Il y avait eux, il y avait nous, il y avait les autres. Et on parlait que français à la maison. Que, exclusivement. Je n'ai jamais entendu parler une autre langue, sinon celle de la personne qui venait donner un coup de main à ma mère de temps à autre, car même les très petits fonctionnaires pouvaient avoir ce genre d'aide qui, elle, parlait espagnol. Et donc, je suppose que c'est là que j'ai appris, en écoutant les novelas à la radio, les bases de l'espagnol. Parce que lorsque nous sommes partis en 1962, la pratique de quelque langue que ce soit a disparu pour moi. Je n'ai plus parlé espagnol, je n'ai plus parlé arabe. J'ai récupéré l'espagnol dans la participation aux luttes de l'Amérique latine et je n'ai jamais récupéré l'arabe, ce qui pour moi est une petite gêne, une petite honte, car mon père parlait l'arabe, ma grand-mère parlait l'arabe, tout le monde parlait l'arabe à la maison. Et maintenant, ma sœur aînée et moi ne le parlons pas. Ce qui nous fait une petite honte à tous les deux parce qu'on aimerait bien le parler. Et ça c'est vraiment... Moi, ce que j'adore, c'est que les gauchistes sont en mode... Il est en train de parler de sa famille, de colons mentaux, que c'était une position bizarre et tout pour parler de lui. Donc t'as les gauchistes qui sont en mode... Il est pour la colonisation de l'Algérie, il est pour l'Algérie française, je le savais, etc. Machin. Et l'extrême droite voit quoi ? Regardez, ce traître à la nation, il veut qu'il y retourne, qu'il y aille. Vous voyez sa soumission à l'islam sunnite. Il veut parler arabe, il veut abandonner la langue française, il veut la créoliser. Oui. Faut lui apprendre l'arabe. Bon, je crois qu'il adorerait. C'est ça qui est magnifique aussi, c'est que il en parle un petit peu de comment ça s'est délié progressivement dans sa vie politique, le fait d'apprendre à parler de lui intimement. D'ailleurs, il en parle souvent dans des formats un peu comme ça, mais qu'il a mis beaucoup de temps avant même d'admettre à lui-même que c'est quelque chose qui lui manquait et qu'il avait un vide affectif lié à ça, qu'il y avait quelque chose qui était au-delà simplement de la rationalité qui le liait. Enfin bref, c'est magnifique. Vécu typique de la diaspora. Mais surtout qu'en fait, ce que je trouve ça marrant, c'est qu'on dirait qu'il présente ça. Enfin, je veux dire, là où je vous trouve de mauvaise foi, c'est qu'il vient de dire que sa famille, ils étaient pour l'Algérie française. Enfin, il est pas en train de les présenter comme, tu sais, c'est pas Camus, quoi. Ah, mais non, mais nous, on vivait bien avec les Algériens. Enfin, Camus, là-dessus, lui, il avait vraiment une manière de défendre l'Algérie française en disant, j'adorais boire mon café en terrasse, j'étais heureux, machin, etc. Genre le discours, il est pas le même, il a quand même l'air moins d'élu, quoi. Genre, désolé. Je me dis que peut-être j'aurai encore le temps de l'apprendre et de le parler. Donc, voilà l'environnement. Et la première difficulté, c'est une sympathie spontanée pour les gens du cru, qui fait que, c'est une blague que je raconte souvent, mais j'étais très impressionné par les manifs au flambeau. Et donc, un jour où notre voiture avait été bloquée par une manif au flambeau, où mon oncle et mon père avaient une attitude assez, énervée. En rentrant à la maison, moi j'ai fait le tour de la table en criant les slogans en arabe pour obtenir la libération de Sidi Mohamed Ben Youssef, le roi Mohamed V. Le mec, sa première manif, c'est lui qui tourne autour de la table en disant en arabe « libérer Mohamed Ça va être V. dur de le convaincre d'être pour l'indépendance du Sahara occidental, je crois. Ça a toujours été un sujet, pour moi, de blague, de me dire, moi, j'ai fait ma première manif politique à 5 ans, et elle a été durement réprimée par mon père, qui, naturellement, ne pouvait pas être d'accord avec ça. Et puis, la deuxième butée, c'est que ma mère était chrétienne et catholique. Mohamed V, gros dictateur et tortionnaire. Il avait 5 ans. Non, mais il avait 5. Les gens, vous vous rendez compte que c'est de la folie, hein. Il est en train de raconter... Il avait 5 ans, il a entendu des gens dire des trucs et ça plaisait pas à son père, du coup il s'est dit vas-y, je vais crier la même chose. C'est un royaliste en fait, bizarre votre viande, bizarre votre républicain. Elle avait décidé d'être catholique, personne ne l'était dans cette famille, vraiment, hein, je veux dire sa famille à elle. Oui, non mais oui, ok. Mais en fait, parce que moi je le voyais sous un angle athée, c'est pour ça. Le sous-entendu. Mais oui. C'est ça, en fait, je voyais sous un angle athée, mais j'avais oublié que personne n'était athée à l'époque. Et donc, elle pratiquait un christianisme assez exigeant,
qui interdisait le racisme, le mépris pour les Arabes, la haine contre les musulmans, et même, alors par extension, la maltraitance des femmes et des animaux, hein, parce que pour elle, tout ça, c'était une même chose. Le comportement de ma mère m'a protégé de ce que j'aurais sans doute fait comme petit garçon, c'est-à-dire imiter mes héros, quoi. Mon père, mon oncle, mon grand-oncle. J'ai un grand-oncle, monsieur, qui a été corsaire pendant la guerre de 14, figurez-vous, hein, parce que ça existait, les corsaires. Donc j'avais des modèles masculins extrêmement enthousiasmants autour de moi. Les parents espagnols, maghrébins, européens, Corsaires. juifs, catholiques, corsaires. Ah non, mais trop stylé. Donc c'est pour dire, il n'y avait pas de gêne, d'affrontement, ça n'existait pas. Et puis donc, en 1962, mes parents s'étant séparés, tout le monde est parti. Mon père est parti en Algérie, et puis tous les autres rentraient dans la cohue épouvantable du rapatriement de 1962, qui alors là, dépasse l'imagination du garçon de 10 ans, 11 ans que je suis. Hein. Bon, qu'est-ce que tout ça pouvait bien vouloir dire, quoi? Qu'est-ce qu'on faisait là pour qu'on se retrouvait dans cette cohue? Il n'y avait pas de place au lycée, donc on m'a collé dans une école de curé. Alors que c'était quand même pas trop la logique de la maison. Hein. Voilà. Donc, oui, j'ai vécu comme une déchirure, la séparation. Et ensuite, dans ma vie, j'ai pu vivre le fait que les gens réagissent très différemment aux circonstances. Ma sœur aînée n'a jamais vécu le retour, on me disait le retour. Hein. Enfin, aucun d'entre nous n'avait jamais habité en France, donc je ne sais pas où retourner. C'est marrant parce que c'est encore un autre truc que raconte Didier Lestrade aussi. C'est en mode cette étrangeté sur le retour, ce truc de pourquoi on doit partir, etc. Le Ça truc pourrait un être peu bien de... d'en parler avec lui, ce serait incroyable. Ce serait incroyable qu'on parle de ça avec lui, oui, c'est vrai. Et pas vécu comme moi. Il l'a vécu de manière heureuse, parce qu'elle trouvait ça sympa, c'était vert, il y avait de l'agitation. Bon, moi, j'étais effondré d'un truc pareil, on était horriblement maltraités. Je me rappelle de batailles dans la cour de récréation. Mon cousin et moi, parce qu'il y avait aussi mon cousin, on se mettait dos à dos pour cogner, tu vois, pour être sûr que personne ne frapperait, et nous, on frappait les autres. C'était des choses qui correspondaient aussi à une certaine misère morale, sociale, intellectuelle des populations dans lesquelles nous avons été jetés et qui nous voyaient, qui mélangeaient tout. Nous traitaient de bicots, alors c'est nous qui disions non, les bicots, c'est pas nous, c'est les autres, bon bref. Vous voyez, et parce que le prolétariat normand, qui avait subi durement la guerre... Et on parle pas mal des Normands. Nous avons été lourdement bombardés, donc beaucoup de villes ont été détruites. Et je trouve que c'est ultra précis, c'est qu'il dit le prolétariat normand, etc., nous avons été bombardés, genre, il s'inclut toujours, enfin, tu sais, il y a un nous qui est... Parce que il y a un nous de solidarité dans l'interview, il a dit que les Normands, c'était tous des alcooliques complètement débiles. Est-ce faux? Non, mais il a pas le droit de le dire. Oui, mais tu vois, genre, moi, je trouve ça très précis, la façon dont il s'inclut toujours dans un nous universel de... on était en Normandie, du coup, nous. Tu vois, genre, je sais pas. Je suis pas sûr de l'accepter dans la Normandie pour l'instant. Tu veux pas qu'il soit normand, Mélenchon? Pas encore. Mais il va falloir qu'il fasse ses preuves. Normand honoraire, quand même. Ouais. Ça dépend de ce qu'il pense du Mont-Saint-Michel, déjà. On était au début de l'exode rural, donc il y avait en ville beaucoup de gens qui venaient directement de la terre et n'en avaient aucun usage. La ville est un lieu de civilisation avancée, il faut se rendre compte de ça. Et donc, puis il sévissait un alcoolisme épouvantable. Nous, on n'avait jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu un homme ivre vomir par terre dans la rue. Mais il va commencer à bien parler, hein. Il va commencer à se calmer, hein. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a jamais eu de gens qui boivent de l'alcool au Maroc. Ça n'existe pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il a pas dit de gens qui boivent de l'alcool, il a dit de gens ivres qui vomissent dans la rue. Mais ça, de toute façon, entre le Mont-Saint-Michel, qui appartient pas aux Normands, et le Sahara occidental, qui appartient au Maroc, que des avis de merde sur les séparations territoriales, Mélenchon. Mais tu sais même pas ce qu'il pense du Mont-Saint-Michel. Ouais, alors que le Sahara occidental, tu sais. Allez, hop. Non plus. Chez les musulmans, ça n'existe pas une chose pareille. Chez les musulmans, ça n'existe pas une chose pareille. C'est bon. C'est bon. Après, en vrai, ça J'ai existe, beau être turc, voilà, je visible, continue à respecter la Normandie. Hein. J'ai beau être turc. Tu vois ce que ça fait quand tu parles mal des Corses? Non, mais ça pourrait, tu vas pas revenir à parler des Corses racistes. C'est bon, c'est insupportable. Il y a un tweet où t'as tous les Corses racistes. Sous un tweet pour t'insulter, arrête de les défendre. Du coup, prochaine fois qu'il parle des Corses, tu sais très bien quoi lui dire sur les Normands maintenant. Mais moi, j'assume qu'ils sont alcooliques, les Normands. Donc voilà, alors pourquoi ça t'énerve que Mélenchon il le dise? Effectivement, ils sont alcooliques, mais le dites pas. Alors qu'elle, elle dit non, ils sont pas racistes. Elle a qu'à dire oui, ils sont racistes, mais le dites pas. Au moins, elle sera pas en dynamique. Ça va t'empêcher de le dire. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, donc que voilà. Gens... Moi, je dis, vous avez pas le droit de le dire, mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, ça correspondait à rien. Mon père, qui n'était jamais avare d'exagération, disait en France, tu peux lâcher le volant, la voiture tourne toute seule sur la route, tu vois, pour te donner une idée
du niveau où on en était. Il a dû être déçu en arrivant. Il s'est planté dans un arbre. Il s'est retrouvé au fin fond de la Normandie. Il a niqué la bagnole sur une route terrible. Pour moi, ça s'est passé mal, pour ma sœur, non. Et ensuite, de là, nous sommes allés ensuite dans un endroit plus détendu, qui est la Franche-Comté. Mais va te faire foutre à un moment. La Franche-Comté, c'est détendu, la Normandie, il y a moins d'alcooline dans la Franche-Comté. Mon grand-père aussi à l'école on le traitait. Oh mais l'achat voilà, rejeté. voilà, De toute donc façon, comme personne n'a Mélenchon. vu le message, rejeté, voilà, je rejette tes messages. On regarde un vrai Ouais, truc. vas-y, on regarde la suite. Oh, marxisme. Marxisme. On parle politique là, c'était bien, Ouais, on a ouais, compris. ouais. Moi j'adorais le Maroc, l'Algérie française, on n'aurait jamais dû partir. Les colonies c'était bien, mais on n'a pas réussi à faire une colonie de peuplement. Si seulement on y était arrivé. Voilà, Mélenchon le colon, qui voilà. Je trouve ça culotté qu'ils vendent d'être un colon nord-africain. Mais ils se vendent pas, ils l'expliquent, il a le droit Non, de ils se raconter son vantent, histoire aussi, ils ont genre, raison. à un moment, désolé. Twitter a raison. Enfin, Il se vante d'avoir vous avez une colonisé le façon Maroc. tellement. Et tout ce qu'il a dit, là dans le truc, de c'était. regarder la moindre personne. Qui J'aurais raconte, voulu que le Maroc désolé, reste à français. un moment, les gauchistes, va falloir vous réconcilier avec le fait que la colonisation a existé et qu'il y a des gens qui y ont vécu. Non, quand il a dit ça, là, tout ce qu'il a dit me fait comprendre qu'il trouve que la colonisation, c'est très bien. Je pense que Il a colonisé le Maroc à l'âge de 5 ans. c'est la meilleure façon de dire qu'il était pro-colonisation. C'est pour ça qu'il était trop heureux de parler de manifestation, qu'il a répété des slogans de manif contre la France. C'est pour en fait être en taquia sur le fait qu'en fait, il aurait voulu que ça reste français. En fait, il est en taquia. Voilà. Et c'est un colon. Je commence là, si tu veux, j'ai fini d'être juste le jeune homme révolté, et qui est entré dans une organisation trotskiste, qui a mis de la discipline dans ma tête, qui m'a appris à analyser, qui m'a appris le marxisme, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Il y a des textes qui t'ont beaucoup marqué de cette époque ? Le Mont-Saint-Michel, c'est en Algérie. Lâchez ça. C'est comme la Tour Eiffel avec le fer algérien. On connaît toutes vos histoires. Non, mais c'est bon. Déjà, le Mont-Saint-Michel, c'est normand. C'est en Normandie. Ça fait je sais pas combien de siècles que s'y est. Ça va à un moment donné. Il y a des textes sacrés qui le disent. Cet argument, il a l'air de bien marcher à l'international. Donc je me dis, je vais utiliser le même. Et t'auras le soutien de Voilà, Trump. peut-être que Trump va me soutenir sur le Mont-Saint-Michel. C'est bon. Moi, je suis entré dans le marxisme par l'idéologie allemande. Bon, alors, tu vois, c'est déjà une porte d'entrée un peu spéciale. Et puis, j'étais étudiant en lettres, puis en philosophie. Donc, ça m'allait. Le Capital m'a saoulé. Je connais des copains qui ont été des enthousiastes du Capital. Mais moi, bon, j'ai lu ça. J'aimais mieux l'approche anthropologique de Marx, et je crois que j'ai toujours adhéré plutôt à cette vision du monde qu'à la simple description, je ne veux pas non plus être offensant, mais la description du mécanisme de l'accumulation capitaliste a évidemment un rôle très important, dont je ne suis pas sûr que certains ne l'aient pas transformé en un pur catéchisme. Puisque à la fin on finit par faire du capital une chose alors que c'est un processus. Cette partie-là, c'est vraiment, tu comprends tout de son rapport aux affects, son rapport à la sociologie, à l'anthropologie, à toujours aller chercher des processus humains, des trucs comme ça. En mode oui, moi j'aimais bien l'idéologie allemande, j'aimais bien le Marx anthropologue parce que bon, le capital, ok, très bien, tu décris le capital, c'est très dur. Ça me saoule globalement. Vous en faites une théologie, c'est insupportable quoi. Mais surtout, c'est ça. Mais du coup, genre, c'est ce qui va le faire rentrer éternellement dans la case anti-marxiste pour beaucoup de gens. Après, bon, c'est pas comme si la France Insoumise défendait un programme marxiste prom-dug, quoi. Genre, tiens, on dirait que on n'a pas Marx dans le statut, quoi. Oui, c'est ça, on dirait que la FI faisait semblant d'être marxiste jusqu'à ce que Mélenchon révèle ça, tu sais. Ouais. Genre, je pense que personne ne va être surpris de son avis sur Marx, quoi. Donc, le texte de Marx, pour moi, c'est l'idéologie allemande. Et évidemment, socialisme scientifique, socialisme utopique, que j'ai distribué à je ne sais combien de personnes. Le manifeste du Parti communiste, et puis voilà, avec ça, j'avais mon viatique. Mais pas littérature révolution de Trotsky, j'ai lu tout ça après. Histoire de la révolution russe. J'ai lu tout ça en route, mais histoire de la révolution russe, sans aucun doute, parce que c'est un texte qui est magnifiquement écrit, et je te rappelle que je suis un littéraire. Oui, à chaque fois, il est en mode, je suis un littéraire, c'est ça mon approche de la politique, c'est la littérature, c'est... voilà. Ouais, mais ça, c'est pas bien. Louis XVI, j'ai savouré les pages sur l'Otescroc, là. Non, Kerensky, ça vient après. Ça, c'est la lutte plus politique. Tu sais, ce moine fou, là. Ah, Rasputin. Voilà, Rasputin. Alors, les pages de Trotsky sur Rasputin et les rapports de police, tu sais, Rasputin est rentré ivre, Rasputin s'est battu avec le voisin, bon. Et puis après, évidemment, dans l'histoire de la Révolution russe, il y a ce qui m'intéresse, moi, par-dessus tout, c'est l'art de prendre le pouvoir, que je lis, relis, les pages qui sont concernées.
Mon épouse m'offre la collection des ouvrages de Lénine, dont je ne lis pas la moitié, même pas un tiers, mais dont je lis et relis les deux bouquins sur l'année 1917, tu vois. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment son obsession depuis le début, c'est ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris le pouvoir à ce moment-là, quoi? Genre, oui, bon, le reste, on s'en fiche, c'est quoi ces 3 pages sur la prise du pouvoir? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus intéressé par de la stratégie de prise de pouvoir que par s'emmancher de la théorie, pas forcément pertinente, parce que, en gros, j'ai l'impression que lui, il est en mode, bon, il y a un truc un peu catéchisme passif sur le truc, ça, je vais faire ma popote, mais par contre, dans des stratégies de conquête, la méthode, là, j'y vais, quoi. Là, c'est le truc qui va me servir. Et d'autant que dans les milieux trotskistes, gauchistes en règle générale, et même staliniens à l'époque, les discussions politiques tournent très très vite à globalement, c'est qui avait raison dans l'histoire, quoi. Alors, ah non, un tel il était mieux, ah non, moi je suis contre lui, et puis il s'est passé ça en telle année, etc. Et ça devient chiant, tu sais, t'as l'impression d'avoir un duel qui ne sert à rien parce qu'il n'y a aucune prise sur le réel. Et tu vois que lui, il était direct dans le truc de bon, tout ça on s'en fiche. C'est peut-être pour ça qu'il a fait 22%. Oui, mais là, ça te répondra. Des casse-couilles te répondront bah c'est bien, il veut prendre le pouvoir, sauf que du coup, comme il est anti-marxiste et qu'il veut pas lire le reste, quand il aura pris le pouvoir, il va trahir et être un capitaliste parce qu'il regarde juste comment prendre le pouvoir et pas comment qu'est-ce qu'il faut faire derrière, quoi. Genre, je pense que c'est ça l'opposition qui lui serait faite. Non, ou alors qu'il veut adapter ça à une stratégie réformiste par les urnes. Mais du coup, moi, ça que je trouve intéressant, c'est qu'il se nourrit de toutes les expériences où la gauche a réussi à prendre le pouvoir et l'expérience révolutionnaire. Et c'est aussi pour ça qu'il a été obsédé par écrire un programme et faire écrire un programme par des gens compétents, parce que tu sens qu'il a envie d'allier l'utile à l'agréable, quoi. L'utile de la prise du pouvoir à l'agréable d'écrire un programme pertinent, par exemple, tu vois, genre rien que la question écologique, tu vois, genre c'est pas ça tu vas pas le trouver, sauf les gens un peu de mauvaise foi qui vont dire ah regardez Marx et la nature quand il était petit là, mais tu vas pas trouver un programme de transition écologique dans le Capital. Et puis c'est pas grave de ne pas trouver un programme de transition écologique dans le Capital. Oui, c'est pas pour ça que c'est pas bien sûr. La peur du fiasco Allende, bah ça reste. Ça c'est un traumatisme qui traverse toute la gauche, ça. Oui. Puis je pense que lui aussi, puis je pense que on serait pas à l'abri d'un fiasco Allende, hein. Genre. Faut juste se réconcilier avec ça et s'asseoir avec ce sentiment. Si vraiment il prenait le pouvoir et si vraiment il prenait des décisions politiques radicales, combien de temps ça durerait avant que ça arrive, quoi. Mais combien de générations ça inspirerait aussi derrière? Et évidemment qui arrive à un moment nodal pour moi, qui a ensuite été un cœur de pensée, c'est la discussion qui à l'époque ne porte à aucune conséquence pratique, concrète, entre Lénine et Trotsky sur le jour où on prend le pouvoir. Lénine dit allez, c'est maintenant. Bon, mais si c'est maintenant, c'est le parti. Et Trotsky lui dit on va attendre le congrès pan-russe des soviets. Alors, le congrès pan-russe des soviets, ça me parle à moi. Et la légitimité, c'est donc celle du mouvement révolutionnaire lui-même, pas du parti. Ok, c'est pour ça qu'il est trotskiste. Oui, parce qu'il est en mode, c'est les assemblées citoyennes qui doivent décider, c'est pas le parti. Ok, quoi. Et c'est pour ça qu'il est contre le parti en tant que trotskiste, c'est pour ça qu'il est allé vers les révolutions citoyennes, parce qu'il a retrouvé ce truc-là, qui était l'opposition entre Lénine et Trotsky. Mais c'est pour ça que les ronds-points, ça l'a fasciné aussi, parce que c'est des soviets quelque part. Tu sais, il y a un peu ce truc-là. Ouais. Donc du coup, les gens qui nous fatiguent avec faut être dans un parti et suivre une ligne et s'intégrer dans l'avant-garde pour éduquer ces prolétaires débiles nous fatiguent, quoi. Finalement. Oui. Cette affaire est restée pour moi extrêmement centrale. Qui prend le pouvoir et dans quelles conditions? Comment s'articulent deux nécessités? Celle d'avoir une structure de combat à bord flou, qui parfois est dissoute dans l'action populaire de masse, ou à moins qu'on le prenne de l'autre bout, en disant l'action populaire de masse a investi le mouvement. Ce sont des choses que nous avons vécues ici en France, les Insoumis, d'une manière concrète. Lorsqu'il s'est trouvé des moments de manifestation, d'action, de jeunes, par exemple ceux de Sciences Po, et le mouvement Insoumis représenté par ses députés et les militants qui arrivaient de tous les côtés, où franchement personne ne se posait de question de savoir qui était membre des Insoumis ou pas, et où il n'y avait aucune volonté de récupération des Insoumis. Nous, on a une nouvelle formule que tu connais peut-être, qui est de dire nous ne cherchons pas à récupérer, nous cherchons à être récupérés par le mouvement. Mais ça, moi, je pense que en réalité, si on est sincère, c'est que votre meilleur moyen de récupérer les mouvements, c'est d'avoir réussi. Tu sais, pour moi, c'est Kaiser Soze. La plus grande réussite du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existe pas. La plus grande réussite de la France insoumise, c'est avoir réussi à faire croire qu'il ne récupérait pas, quoi. Alors qu'en fait, vous arrivez en disant
S'il vous plaît, récupérez-nous. Et comme ça, vous récupérez le bordel. Et il y a que des gamins, des insoumis qui ressortent du truc et pof, ça donne des Cassandres, quoi. Comme les chocs à pic. Bah oui et non, parce que aussi ça fait émerger des gens de ces mouvements-là qui viennent dans le mouvement, qui du coup se font traverser aussi par le mouvement, mais c'est mutuel, quoi. Toi, t'aimes te faire traverser en mouvement, toi. J'aime beaucoup me faire traverser par le mouvement. Ouais. C'est fort en chocolat, tout ça. Cassandre, c'est les chocs à pic, ouais, on est d'accord. Non, mais c'est grave. Assumez que vous avez récupéré le bail, c'est bon, c'est pas grave, vous avez réussi cette victoire politique, c'est bon. Technique de trotskisme, oui, c'est ça. Non, parce qu'en plus, je trouve qu'on a quand même un besoin... mouvement d'entrisme mutuel, c'est ça. C'est ça, c'est de l'entrisme mutuel. C'est une sodomie consentie. Exactement, c'est une double sodomie. Enfin, c'est pas double, mais mutuelle. Oui, c'est une partouze, quoi. Oui, c'est une petite partouze, quoi. Non, mais parce que dans le sens où il y a aussi... Ça veut aussi dire que la France insoumise dépend du fait qu'il y a un mouvement social autonome et qu'il y ait des mouvements qui le poussent au cul, tu vois. Genre, on a besoin qu'il y ait un mouvement féministe autonome. Au cul, quoi. Il faut bien pousser au cul, quoi, à un moment. Mais c'est qu'on a besoin de ce mouvement autonome pour qu'il nous travaille, qu'on le retravaille en retour, qu'il nous retravaille en retour. Enfin, et en fait, si demain... on se retrouve sans aucun mouvement. Qui travaille. Si on se retrouve dans aucun mouvement, avec aucun mouvement social vraiment vivace, on sera véritablement désarmé parce que faudra qu'on fasse tout nous-mêmes et du coup avec une légitimité qui est bien moindre. En tout cas, moi j'ai compris, on récupère le mouvement social pour nous. Voilà, donc ce sont des questions qui peuvent paraître extrêmement théoriques, mais qui sont extrêmement concrètes et pratiques. Mais donc tu commençais à dire que c'est la Révolution portugaise qui t'a poussé vers le Parti socialiste français ? Oui. J'étais entré dans la lutte des libres, à ma manière et dans mes limites, par le syndicat. C'est-à-dire toujours par des structures de masse. Pour le syndicat que j'ai créé à Besançon était une structure de masse, il y avait 600-700 adhérents. Hein. Et c'était un mouvement, si j'ose dire, il faisait un peu de politique, même beaucoup. Mais on était contre les comités de lutte, c'est le syndicat. Mais si tu veux, le syndicat, nous avons commencé à noyauter des corpos. Nous avons commencé à faire des soirées dansantes pour ramasser du fric pour le syndicat. Donc j'en avais une pratique qui s'apparente plus à ce que j'ai fait depuis avec le mouvement insoumis qu'à l'idée traditionnelle des syndicats. Alors mes adversaires m'appelaient corpochon, tu vois, pour se foutre de moi. Parce que je noyautais les corpos. Ah, mais en fait, il était trotskiste avant d'être trotskiste, quoi. C'est grave. Hein. Bah oui, c'est-à-dire qu'il a toujours eu une... Mais parce que aussi, c'était vraiment la méthode, tu vois. Maintenant, c'est quoi les corpos à noyauter ? Comment tu les... Enfin, tu sais, genre, c'est... Je sais pas. Tu sais, t'as un peu ce truc-là de... En vrai, c'est aussi... Il a fait la syndicat night. Ah ouais, insupportable. Mais il se moquait de moi jusqu'à ce que la grève commence, où là, plus personne n'avait envie de se moquer de moi. Mais voilà, donc, et de voir ça me fait dire... Le Parti socialiste peut être une structure révolutionnaire, en tout cas pleinement impliquée dans une révolution, tandis qu'il y a quelque chose dans les pratiques de l'avant-gardisme qui fait qu'il n'est jamais dans les révolutions. En tout cas, alors je ne savais pas qu'il y avait dans le Parti socialiste des dizaines d'autres trotskistes infiltrés. Mais comment aurais-je pu imaginer un truc pareil, tu vois ? Donc moi je râlais, je disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors il y a une révolution, on fait rien. Alors s'il y avait un comité, un obscur comité pour je ne sais quoi qui va... Tout ça, c'est pas pour moi, quoi. Mais du coup, dans ce moment de l'histoire, en fait, c'est que les militants révolutionnaires n'allaient pas dans les révolutions. Ouais. Du coup, ça l'énervait. Et du coup, il s'est dit que le Parti socialiste, c'était l'endroit où, en réalité, ça allait faire la révolution. C'est ça qui est bizarre, quand même. Il va l'expliquer après, tu vas voir. Ok. Et surtout, le processus révolutionnaire que j'ai étudié dès le moment où il a eu lieu. De même que j'ai étudié, dès le moment où il a eu lieu, le processus de Lippe. Lippe, il faut savoir, c'est une lutte ouvrière qui confisque les montres, qui les vend, qui fait des payes avec et qui mène la lutte. Hein. Mais c'est surtout, les syndicats se dissolvent. C'est l'Assemblée générale du personnel qui décide de la lutte tout le long. Au PS, le Portugal, la révolution des œillets était menée par le PS portugais, pas par les partis révolutionnaires, c'est ce qui l'a convaincu. Ça. Okay. Ça, il parle du Portugal, on comprend pas trop, etc. Mais c'est en observant ce qui se passait là-bas et tout. Et aussi, le truc de Lippe, avec la CFDT, autogestionnaire, etc. Où en fait, c'est la dissolution. Et le mouvement qui a dépassé, c'est ce qu'il explique. Ça, c'est le truc dans Lippe, où la CFDT a disparu du truc. C'est que justement, genre, ça a vraiment créé une unité ouvrière dans le but de récupérer la boîte, la scope, le machin, etc. Oui. Quoi. Et du coup, une fois que tu as récupéré le truc, les syndicats ne servent plus à rien, puisqu'en fait, c'est l'expression vraiment de l'Assemblée des travailleurs qui décide, quoi. C'est ça. La section syndicale CFDT, qui était majoritaire, s'est pas réunie une fois pendant la lutte. C'est ça.
C'est que, en fait, la CFDT, ils ont beaucoup voulu récupérer l'aventure LIP. Ça a du sens parce que c'était la tradition autogestionnaire de la CFDT qui a créé des gens qui étaient prêts à faire ça. Mais en réalité, les gens se sont très bien débrouillés eux-mêmes et ils ont plus envie d'avoir affaire aux syndicats pour leur dire quoi faire. Dès que le truc était récupéré, il n'y avait plus de CFDT, en fait. C'est ça. Oui, une bagarre pour pas être récupéré par les centrales, c'est ça. Parce que déjà, ils commençaient à un peu trop faire les choses par eux-mêmes. Autogestionnaire, c'est bien, mais il faut quand même suivre les ordres, quoi. Gouverneur du Plutocus qui dit je comprends mieux pourquoi il est désespéré par le syndicalisme actuel. Bah ouais, mais parce que lui, il a vraiment été dans ce truc-là de l'autogestion au final. C'est vraiment la vision qu'il a. Et c'est pour ça que les chefferies finalement qui veulent tout le temps rester, tout le temps récupérer, tout le temps noyauter, etc., ça le fatigue, quoi. C'est pour te dire, quand j'ai regardé la Révolution portugaise, qu'est-ce que je vois? Des capitaines qui arrivent et qui disent nous faisons la Révolution, bon c'est bien, formidable, vous êtes avec nous, le peuple, rentrez chez vous et restez calme. Bon. Nous, on s'occupe de tout, on va dissoudre la police politique. Donc les gens, je caricature, rentrent chez eux, ils restent calmes et ils disent nous aussi, on va dissoudre la police politique. Donc, à l'usine, qui est-ce qui est membre de la police politique? Ça va, on le connaît, c'est le contremaître, l'ingénieur en chef, le directeur du personnel et le patron. Tout le monde au trou. Et alors? Tout le monde au trou. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à produire. Donc, la structure ouvrière prend le pouvoir dans l'usine. Et pareil à la campagne. Donc, pour moi, il apparaissait qu'il y avait une dynamique interne que j'identifiais, puisque les trotskistes me l'avaient enseigné, qui est le processus de la révolution permanente, qui va jouer un rôle énorme dans ma compréhension, ma mise en mots de ce que je faisais. Et ce que je pratiquais, si tu veux, sans savoir que, comme dirait l'autre, je faisais de la prose sans savoir que c'était de la prose. Donc la révolution portugaise m'a beaucoup apporté, ainsi que la bataille des ouvriers de chez LIP. Ok, mais il y a un truc que je comprends pas là, parce que si tu dis que... Ok, c'est intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, en fait, ça reprend le sens de... Donc pourquoi il est allé au PS, je comprends. Pourquoi il a fait la FI après, qui se réinspire de ce truc-là, du truc contre l'avant-garde, etc. C'est ça. Mais ça explique pas pourquoi il a passé autant de temps au fucking PS à être un sénateur, à nous casser les couilles. Ok, vas-y, il s'est barré quand même, c'est bien. Et pourquoi il s'est réallié à eux en nous les refoutant dans le fion avec la NUPES et le NFP, alors qu'ils savaient que c'était des traîtres et des lâches, quand même. En sortant de la blague, by the way, le truc, c'est que tu vois pourquoi il y est allé pour vraiment des vrais trucs sur la révolution, sur le paradoxe, le truc d'avant-garde qui le dégoûte et au final qui crée de l'immobilisme, que quand les gens ils se mettent en action eux-mêmes, c'est toujours plus efficace et tout, je comprends. Mais du coup, ça lui a créé un attachement irrationnel à ce parti, quoi. Et même la victoire qu'il a grattée, le moment Mitterrand. Merci, professeur. Genre, ça, tu vois, genre, ça a créé ça, quoi. Ça a créé un attachement irraisonné à cet appareil, alors qu'il en est le plus grand critique et que tu sens qu'il les déteste au PS, quoi. Mais qu'il y a un moment où sa nostalgie plus le contexte, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le contexte politique qui a mené à la NUPES, faut pas mentir, tu sais, c'est pas juste Mélenchon lui tout seul parce qu'il était nostalgique du PS, faut pas mentir, tu vois. Mais tu penses que quand même, genre, enfin, je sais pas. En fait, je pense que parfois il se surprend à sous-estimer à quel point personne ne pense à la révolution à part lui, quoi. Ou peut-être pas à la révolution. Non, mais à la responsabilité politique du moment. C'est ça. Et au fait de dire ils sont pas trop cons. À la trajectoire historique, quoi. Est-ce qu'ils ont vu que c'était mes idées qui étaient devant? Est-ce qu'ils vont enfin accepter de nous laisser faire un programme plus à gauche et pas disparaître? Et tu vois, est-ce qu'ils ont conscience que pour pas disparaître dans les poubelles de l'histoire, faut qu'ils nous laissent faire? Et en fait, il a sous-estimé peut-être le niveau de cynisme ils préféreront tout détruire pour ne pas appliquer ton programme, quoi. Il a été carriériste au début de sa carrière. Bah non, justement, vous allez voir. C'est au milieu de sa carrière, mais il est monté très vite, mais c'était pas par carriérisme, justement. Vous allez voir, après, il a été carriériste aussi. Enfin, oui, non, il a été, oui. Et c'est plus au milieu de sa carrière qu'au début. Bah oui, c'est ça. On peut quand même constater que la spécificité du Parti socialiste français, à la différence d'autres partis sociodémocrates, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays scandinaves, c'est que c'est jamais été un parti de masse. Et ça n'a pas eu non plus un lien organique avec les organisations de masse, c'est-à-dire le syndicat. Ça non, ça c'est ta vision d'anglais. C'est parce que tu ne connais pas la complexité du mouvement ouvrier français. Pardon, je te réponds un peu sèchement, parce que... Oui, parce qu'en fait, faut comprendre que... Faut comprendre... Oui, vas-y. Attends, on se le remet. La perfide Albion, les Anglois, mangeurs de jelly insupportable. On va vous renvoyer Guillaume le Conquérant. Pour expliquer pourquoi sa vision d'anglais, c'est parce qu'il faut savoir que le Parti travailliste a été...
a été constitué et créé par les syndicats. Et en fait, tu ne peux pas créer un parti de gauche en Grande-Bretagne si tu n'as pas des syndicats avec toi. En tout cas, c'est l'angoisse de la gauche, parce que comme le Parti travailliste a été fondé par les syndicats, c'est dans ce sens-là que ça passe. Et du coup, le Parti travailliste n'est rien sans les syndicats. Et encore aujourd'hui, ce qui fait que du coup, la dérive aussi à droite du Parti travailliste accompagne aussi la dérive à droite des syndicats. Donc voilà, donc c'est pour ça, parce que là où, par contre, en France, il y a la fameuse charte d'Amiens et la distinction entre le parti et le syndicat, etc. etc. Organique, dans le sens... sur ce point, tu as entièrement raison. Et c'est l'impasse du mouvement ouvrier français. Si on devait être un peu taquin, on dirait que le seul parti social-démocrate qu'il y a jamais eu en France, c'est le PCF. Directement lié à la CGT de masse, avec 1,5 million, 2 millions d'adhérents. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on parle d'un parti de masse, la masse, c'est les travailleurs, donc c'est les syndicats. Et en fait, c'est ça un parti de masse. Un parti de masse, c'est pas un parti où il y a plein de monde. C'est un parti où tu as des... Il y a eu un moment où la CFDT, qui était le premier syndicat français, qui était maille à partir avec le PS, tu pourrais le justifier aussi comme ça. Aussi. Mais en vrai, pas tant que ça. Mais t'as pas ce lien organique entre le PCF et la CGT un aussi, peu, quoi. Mais c'est plus compliqué que ça, mais un peu, mais oui. Le secrétaire général était mécaniquement membre du bureau politique du Parti communiste français. La CGT, ils ont payé une Mercedes à Thierry Lepan pour aller à l'enterrement de Georges Marchais. Quand même beau d'être syndicaliste. Bref. Et le parti était un agitateur de masse et arrachait des avantages pour la classe ouvrière, et notamment pour les fractions les plus avancées. Mais qui sait les fractions les plus avancées? Il faut se mettre dans le contexte. À l'époque, tu arrêtais l'école à 14 ans. Tu allais en apprentissage. Donc les éléments brillants, le parti les retrouvait à l'usine. Et évidemment, il les captait, il les formait. Il y avait l'école de formation des cadres. Ceux qui réussissaient à l'école de formation des cadres, qui était à Draveil, à côté de Paris, allaient à Moscou. Tu avais tout un parcours et puis tu revenais. Donc moi j'ai connu des gens qui sont allés à Moscou étudier. CFDT, PSU. Ouais, mais après le PSU, c'est un parti compliqué. Au PSU, tu avais autant des CFDT autogestionnaires que des Mao, que des sortes de pré-libéraux bizarres où on comprenait pas trop. Enfin, c'est un parti étonnant. Tu vois, il y a un truc un peu cours des miracles, quoi. Alors oui, voilà, tu avais autant Rocard que des vieux Mao complètement fous. Enfin, c'est étrange comme parti, mais intéressant. Ouais. Mais par exemple, sur la question de la colonisation, que ça soit Rocard ou les autres, hyper basé sur la guerre du Vietnam, ils étaient les premiers à parler de... Enfin, genre, c'est un endroit intéressant. Là, tu as raison, il n'y a jamais eu de parti organique. Mais le Parti socialiste français, tel qu'il ressurgit de ses cendres en 1971, c'est un parti qui est non pas lié organiquement, sur ce plan, tu as raison, mais qui est très lié à Force ouvrière, pour certains de ses secteurs, à la CGT. CIA. Pour ceux qui ne savent pas, il y a certaines sections de Force ouvrière qui ont été financées par la CIA sous ordre du patronat français et sous accord du patronat français pour créer de la division syndicale. De toute façon, il y a eu un moment où le patronat français ne savait pas comment faire pour détruire les syndicats. Ils sont allés voir les ricains. Ils étaient dans leur truc. Tu avais la CGT qui était prête à faire une grève quand ils voulaient et il n'y avait que la CGT. Alors du coup, ils étaient en mode il nous faut d'autres syndicats pour faire contre-pouvoir à l'intérieur et pour contrer les... Et globalement, le premier conseil qui a été donné par les États-Unis au patronat français, c'est de créer plus de syndicats pour créer de la division syndicale et aussi le fonctionnement par sous-traitance aussi qui leur a été conseillé pour détruire les gros centres, etc. Et t'as eu de la thune, ça dit CIA, en réalité c'est de la thune états-unienne qui a été faite pour financer. Et il y a eu un vice de procédure au début, vu que c'était une scission CGT, ce qu'ils avaient fait au début, c'est que dans les statuts officiels ça s'appelait CGT-FO, mais ils se présentaient que comme Force ouvrière. Du coup t'as des usines où ils avaient la strate pour essayer de baiser les gens qui s'en battaient un peu les couilles mais qui voulaient voter CGT, c'est qu'ils se présentaient FO partout tout le temps parce que c'était Force ouvrière, mais sur les bulletins ils écrivaient CGT-FO pour essayer de gratter quelques voix pour ceux qui voulaient voter CGT par habitude en se plantant. Bon bref. Et Force ouvrière, ce qui est ultra deep, c'est qu'à une époque t'avais des sections d'extrême gauche et des sections d'extrême droite à des endroits de manière très bizarre, à aucun sens. Moi c'est dans cette aile-là que je me trouve engagé quand j'adhère au Parti socialiste, et d'autres l'étaient au courant autogestionnaire de la CFDT. Et d'ailleurs, ça fondait des courants à l'intérieur du Parti socialiste. À l'époque, les courants n'étaient pas des écuries présidentielles et des lieux d'intrigue pour prendre le pouvoir à l'un ou à l'autre, tu vois. C'est ça, FO, c'est correctement implanté. Non, mais et puis c'est pour ça, genre on dit FO, CIA, je pense que t'as des endroits où la FO est ultra basée. Ah oui, FO, mais c'est... Mais c'est ce qu'il vient de dire là, c'est aussi pour ça que quand on dit « Oh là là, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de démocratie interne, etc. » Mais c'est aussi parce que quand on parlait de courant traditionnellement, là, aujourd'hui, quand on parle de courant, c'est qui va soutenir quel candidat pour la présidentielle, c'est vraiment le truc purement électoraliste, voilà. Alors que quand on parlait de courant à l'époque,
l'époque, c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus fluide, et c'était pas juste qui tu vas soutenir pour la prochaine élection. Donc c'est un peu ce qu'il explique de aussi, on utilise beaucoup de langage qui est employé à gauche aujourd'hui pour créer des anathèmes, pour dire la France insoumise c'est pas bien, pour dire faut faire tel truc, parti de masse, je sais pas quoi, etc. C'est des mots qui appartiennent aussi à une époque où ils voulaient pas dire la même chose en fait, où c'était une autre réalité au niveau de la lutte qui était exprimée et qu'ils ont aujourd'hui balancé comme ça pour faire des anathèmes, mais en fait qui veulent plus rien dire de fait. Et puis maintenant, l'injonction, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que le fait de vanter des courants, c'est devenu juste un moyen de taper sur la fille, quoi. Oui, c'est ça. Parce que tu vois qu'en réalité, la démocratie interne, c'est toujours le même jeu de dupes, quoi. Bref. C'était des choses qui se discutaient dans le socialisme. Par exemple, pour quel genre de socialisme était-on ? Le socialisme autogestionnaire ou bien... Alors on a voté, discuté 15 thèses sur l'autogestion. Bon, c'était pas du goût de tout le monde. Bon, la discussion continue. JLM donne du clout au patron de FO, exemple, FO est très proche du POI. Oui, ça, oui. Mais bien sûr, mais il y a eu beaucoup de trotskistes qui sont partis à FO. Mais FO, moi je pense que même encore, FO, c'est un syndicat qui va de tout à rien au niveau des sections. Hein. Bah du coup, ça vraiment, peut être... genre c'est une dinguerie ce truc. Du coup, c'est un espace de conquête politique d'autant plus intéressant, j'imagine. Ouais. Après, comme ça, quoi. Je sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui, par contre. Hein. Oui. Vraiment, bref. Chez moi, c'est des non, mais oui, ça. Ah oui, mais c'est pour ça. Et de toute façon, déjà, tous les syndicats, partout. Les sections, c'est le petit bonheur, la chance. Je crois que FO, c'est comme tout le monde et c'est peut-être même pire, quoi. Bref. FO Police, par exemple, c'est l'enfer sur Terre. Ah oui. C'était un parti qui, justement, était intéressant parce que, d'abord, il est en ruine. En 1970, il n'y a personne dedans. Des vieux de la SFIO. Oui, le PS, c'est ce qu'il dit, mon daron. Quand ils sont partis, quand ils ont décidé de quitter le PSU pour intégrer le PS et essayer de les faire tourner à gauche, à chaque fois, ils disent qu'ils n'avaient jamais vu la queue d'un ouvrier, quoi. Ouais. Bon, alors, ils étaient très contents. Nous avons des élus locaux, nous, on les prenait tous pour un ramassis de traîtres. Donc, pour te dire, un gamin de mon âge, je devais avoir 24 ans, quand j'ai adhéré au PS, c'est moi qui étais obligé de dire, mais écoutez, j'étais moi le responsable du rayon trotskiste. Donc, oui, très bien, me dit le gars qui était là. Et il me dit, oui, t'as raison aussi. Bon, je dis, d'accord, enfin, ça vous dérange pas qu'un... Non, vas-y, remplis le papier. Je dis, mais je peux voir quelqu'un pour parler ? Ouais, tu t'inquiètes pas, tu vas voir signe. Je dis, mais écoute, j'étais le responsable de l'organisation trotskiste, comment je peux te le dire ? Il me dit, mais tu sais, je te le dis, je m'en fous. Moi, j'étais responsable de l'organisation PSU. Alors, voilà. En fait, c'est que le PS, à un moment donné, t'as les Trotskars, qui étaient les PSU, les machins, qui sont tous rentrés dans le bordel. Ils étaient en mode, oui, si, on va pas prendre de café, c'est bon, on s'en bat les couilles, on a besoin de gens. Voilà, quoi. Mais moi, je trouve que, tu vois, c'est là que je suis désolé, mais si tu fais le bilan politique de cette génération, de celle de Mélenchon, de Mondaron, etc., qui sont des gens qui ont été formés dans l'autogestion, dans des trucs très à gauche, quoi, que ce soit du coup Mélenchon avec trotskiste, Mondaron PSU, mais plein de... Ça, c'est l'histoire du PS, des gens comme ces cas-là, du PSU, des trotskistes, même, je pense, des communistes, ou des gens qui avaient jamais eu de parti, mais qui venaient... Donc, des gens qui avaient des formations de gauche plus ou moins révolutionnaires, plus ou moins radicales, etc. Quel est le bilan politique de leur action au PS, quoi ? Comment est-ce qu'ils ont pu laisser dériver le bordel comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Est-ce qu'ils se sont fait avoir ? Est-ce qu'ils ont jamais eu le pouvoir ? Est-ce que, tu vois, comment tu fais le bilan de leur échec ? Et moi, je sais que Mélenchon, il en parle, par exemple, du moment, quand ça parle de 83, il avait eu un truc assez intéressant où tout le monde, je pense, vous avez tous entendu parler de Mitterrand, 83, tournant de la rigueur, le moment où il officialise le libéralisme, etc. Et les gens qui sont en mode, là, ça a été la trahison de Mitterrand. Et Mélenchon, lui, son analyse sur le truc, il dit oui, 83, c'est une catastrophe, le tournant de la rigueur, etc. Mais, sauf que de fait, nous, l'aile gauche du Parti Socialiste et même le reste de la gauche, nous n'avions pas de contre-proposition. On savait pas quoi faire face à 3 dévaluations du franc. Ils ont été minorisés, non, mais ils ont été minorisés. C'est des choix politiques. Mitterrand, il a choisi d'écouter les libéraux autour de lui. Et je suis d'accord avec vous. Mais quand même, moi, il y a beaucoup de gens qui étaient de l'aile gauche qui ont vécu cette époque-là et qui font aussi le constat que, en même temps, ils n'étaient pas bons. Et qu'ils n'avaient pas su créer de force politique, de contre-proposition à cette époque-là, quoi. Genre, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, quoi. C'est que c'est pas pour dire que c'est que de la faute des gens de gauche qui ont abandonné. Il y avait une évolution historique du capitalisme qu'ils étaient incapables d'analyser. La financiarisation du capitalisme, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils lisaient Marx. Il y a pas ça dans Marx. Il faut pas dire que c'est que à cause de ça, hein, mais ça fait partie du problème. Non, c'est pas que à cause de ça, bien évidemment. Mais il y a un truc aussi où c'était le choc, ça a été aussi l'incapacité de la gauche à s'adapter rapidement et à analyser rapidement les changements du capitalisme et du coup à comprendre rapidement par où est-ce qu'on fait contre-pouvoir encore, quoi. Ils ont tout misé sur une grève générale, elle n'est jamais arrivée, ils ont pas su quoi faire. Oui, ça avait parti de ces trucs-là aussi. Ouais, c'est ça, c'est que à un moment donné, et puis que tu vois, et lui c'est ce qu'il dit aussi, c'est que et même d'autres gens qui à cette époque-là, une sorte de concession générale au capitalisme et à la loi du marché, quoi.
qu'il y a un truc où même la société s'est dit, peut-être qu'on a du fric à se faire, tu vois, frigo, un truc, quoi. tu vois, voilà, c'est ça, tu Le vois. côté tapis. Genre, on va faire de la maille, quoi, la France infernale de Bernard Tapie. Et puis surtout, c'était encore la période El Famoso ascenseur social républicain, qui a jamais eu rien de républicain vraiment, mais tu vois, en fait, c'était simplement la fin des générations qui étaient issues de l'exode rural. Et donc, en fait, les gens arrivaient... Enfin, en fait, il y avait une croissance parce qu'il y avait un changement démographique, parce qu'il y avait un changement de structure économique. Donc, l'idée que tes parents étaient paysans et toi, tu finissais par devenir chef d'entreprise, c'était un vrai truc. Mais parce qu'en fait, c'était simplement... t'allais en ville et tu participais de ce mouvement. Moi, je trouve quand général, même qu'il quoi. y a une faute politique des gens de cette époque-là, dont Mélenchon. Ah non, mais je suis d'accord. Obligé de l'avoir. Mais non, mais dans le sens il y a un moment où ils ont abandonné. Où ça a converti massivement des gens au libéralisme parce qu'ils prenaient quelque chose qui est une évolution économique presque mécanique liée à l'exode rural, etc., et à la transformation urbaine, matérielle, etc. Ils prenaient ça pour la validation que si tu veux, tu peux, quoi. Vas-y, on avance. De toute façon, là, on finit la partie PS et on arrête là. Ouais, de toute façon. Et puis, on continuera les autres époques. Moi, j'arrive, on met à la section. Finalement, on me fait rencontrer le premier secrétaire. Je lui raconte ma vie. Tu t'imagines, j'avais 25 ans tout mouillé, quoi. Alors, il me regarde, il m'écoute, il me dit c'est très intéressant, t'es très engagé, c'est bien. C'était un prof de fac. Un type super sympa, un historien. Puis, au bout d'un moment, il me dit mais là, t'es quoi? T'es trotskiste? Je lui dis non, puisque je viens d'adhérer au PS, je suis socialiste. Il dit bon, alors ça va. Et voilà comment, avec les socialistes, je suis passé du trotskisme. Et by the way, très bonne. Enfin, ils ont la preuve qu'ils ont eu raison. Tous les infiltrés trotskistes qu'ils ont eu n'ont pas rendu le parti de gauche. Ils ont tous fini libéraux, sauf le vieux. Mais comme. Donc voilà quoi, comme quoi peut-être qu'ils avaient raison de pas trop faire la guerre à l'entrée. Mais quoi. moi, quand il me raconte ça, ça me fait penser à la France insoumise. Le côté un peu, venez comme vous êtes, et puis ça fait mécaniquement très vite monter des gens, etc. Et bah là, t'es insoumis, quoi. T'es insoumis, tu penses ce que tu veux. Ouais, donc du coup, vous refaites le PS, on est baisés, ils ont raison. J'étais à peine arrivé, tu me crois si tu veux. Ma secrétaire de section était une assistante sociale, une fille super qui organisait les gens, tout ça, tu vois, très. Et alors, elle me voit arriver, elle me dit bon, alors toi, qu'est-ce que tu sais faire? Bon, moi, un peu prétentieux, je sais organiser, parce que c'était vrai. Alors, elle me dit bon, très bien, tu vas être mon adjoint et tu vas être responsable du travail chez les ouvriers. Donc voilà un mec de 25 ans, responsable du travail. C'est dans le Jura, j'ai fait le boulot. Et, si tu veux, ça a été une leçon fondamentale quand j'ai créé le parti de gauche avec d'autres camarades du mouvement insoumis. C'est faire confiance aux gens sans leur demander des pédigrés écrits, signés, vérifiés. Ouais. Et tu comprends, quand j'ai voulu adhérer la première fois à Besançon, d'accord, les deux zouaves du PS qui m'ont reçu m'ont demandé ce que je pensais du socialisme en Tanzanie et quelle était mon analyse du socialisme yougoslave. Bon, j'avais pas la moindre idée, tu comprends. Et pour être honnête, je m'en foutais complètement. Je n'avais pas l'intention d'adhérer à un parti pour aller faire la leçon aux Tanzaniens ou aux Serbes. Donc, j'ai aimé cette ambiance vraiment beaucoup. Et socialisme yougoslave, c'est Tito, du coup. Ouais. C'était vraiment la première fois que je me trouvais dans un rapport de camaraderie et de militantisme commun avec des gens qui étaient des ouvriers, des gens de la classe moyenne, employés. Tandis que comme responsable Trotsky, je n'avais jamais rencontré que quelques intellectuels. Ça c'est dur. Hein. Mais ça, c'est marrant parce que là où ton père, ça, en mode, ils n'avaient jamais vu la queue d'un ouvrier, lui était en mode, moi je venais des Trotskistes, il y avait que des intellos, et au moins il y avait quelques gens de la classe moyenne chez le PS, tu vois. Du coup, c'était mon daron, l'ouvrier qui a rencontré quand Mélenchon a rencontré un ouvrier pour la première fois. Quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, quoi. Mais en même temps, de fait, ça n'a pas suffi, quoi. Tu vois, c'est là aussi où tu vois que avoir l'avant-garde intellectuelle de l'extrême gauche révolutionnaire et des ouvriers syndicalistes qui se retrouvent dans un même parti, ça garantit rien, quoi. Ouais. Genre c'est là que t'en viens en fait à ce truc, quoi, tu vois, faut penser un peu plus, quoi. Et du coup, aussi, là, on en revient à la critique des courants et de la démocratie interne et de la fille qui crée un programme et qui est le truc qui a l'air de plus rester dans le marbre et qui, je l'espère, restera dans le marbre, qui est, au final, t'intègres ça au fait de pas faire le pédigré, d'avoir un truc ouvert, qui a des contours flous pour que le mouvement social puisse être récupéré tout en récupérant le mouvement, etc. Et que tout ce truc-là, tu le cadenasses par un programme, un truc, au final, c'est peut-être la méthode la plus optimum quand tu prends toutes ces leçons-là. Il prend qu'est-ce qu'il a plu quand il est rentré au PS, qu'est-ce qu'il a rendu, qu'est-ce qui selon lui a fait que le PS a pu réussir, etc. C'est quoi le mouvement, et ça, il va beaucoup en parler. Mais en même temps, comment on fait pour ne pas devenir le PS? Et ça, c'est son angoisse. Quand moi j'avais parlé avec lui un peu des municipales, où il m'avait dit, moi le problème c'est que je me rappelle du PS, les municipales, les baronnies locales, de réunions de congrès avec 50 personnes où personne dit rien, où c'est juste la foire au poste et où tu crées des baronnies
locales qui veulent jamais être déboulonnées, ça me terrifie. Et l'expérience Corbière-Garrido aux législatives lui donne raison, quoi. C'est que tu vois que le problème, c'est que des gens à qui tu donnes une place, le jour où ils veulent plus suivre la ligne et qu'ils sont accrochés comme des moules à leur rocher, à leur circo, à leur mairie, à je sais pas quoi, c'est l'enfer sur terre et tu crées que de la merde, quoi. Ouais. Mais bon. Nous avions à Belfort dans l'atelier de peinture de l'Alstom, les malheureux, et c'était le seul contact avec un camarade que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, qui est resté trotskiste toute sa vie. Au contraire de moi, du point de vue de l'organisation. Voilà comment ça a été facile, parce qu'aussitôt, tu avais le programme commun. Donc, c'était une stratégie de transition. On a ça dans ma ville, un FDP qui contrôle tout et veut se placer. Ils font en l'air tout le travail potentiel. De la boucle départementale. Bah, balancez-le. Ah ouais, hein. Balancez-le au national. Là, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui remonter les oreilles. Après, c'est compliqué, c'est facile à dire. De transition, je ne voyais pas où était la transition. Puisque dedans, il y avait des mots d'ordre révolutionnaires. Bon, il fallait, comment on allait faire tout ça. Le double pouvoir, c'était l'idée. Oui, je connais bien le double pouvoir, et puis les masses vont régler miraculeusement tous les problèmes. Mais au passage, il y en avait quelques-uns qui reposaient sur le bord de l'assiette, là où j'étais. Bon, par exemple, les questions du féminisme, on verra une fois la Révolution. Les questions d'eux, on verra une fois la Révolution. Donc les masses allaient accomplir un miracle auquel je ne pouvais pas croire une seconde, étant membre d'un parti qui prétendait les diriger. Hein. Bon, donc si nous, qui prétendions diriger, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'on comptait faire, à part le double pouvoir, tu vois, bon... ça me mettait mal à l'aise. J'étais pas d'accord avec ça, je comprenais rien à ce qui... J'étais pas d'accord avec ça. Donc quand je me suis retrouvé avec le programme commun, c'était une sorte de programme de transition. Et tu as remarqué que dans tous mes discours, je présente l'avenir en commun comme un programme de transition. Ouais. Parce que la question que je voulais te poser, c'est... Donc, tu adhères au Parti Socialiste, tu y passes la plupart de ta vie adulte, tu deviens ministre, tu animes tous les courants de la gauche du parti, et puis tu quittes le parti, tu es très critique par rapport, de façon complètement justifiée sur ces dérives. Mais qu'est-ce qui reste en fait de cette expérience du Parti Socialiste ? Parce que quand on prend l'idéologie insoumise, c'est un peu un composite en fait des meilleurs éléments des différents mouvements de gauche en France. Tu prends de l'extrême gauche, tu prends la question du programme, la formation, l'organisation. Des écolos, tu prends l'ouverture sur les questions sociétales, le féminisme, l'immigration, les questions trans, etc. C'est quoi cette caricature ? T'as pris un peu partout. T'as pris à l'extrême gauche la formation militante, comme si on n'avait pas au PS. T'as pris aux écolos, t'as pris les trans. Et t'as pas pris l'écologie, tu remarqueras qu'il dit pas Après, la formation militante au PS, elle était faite par ceux de l'extrême gauche. Oui, c'est vrai. Mais oui. Ça reste là où je le comprends, à la limite de toute sa liste. Un truc qui est une tradition normalement de l'extrême gauche, genre par exemple un truc qui était les écoles de formation de la LCR, c'est un truc, tu vois, ou du Parti communiste, c'est un truc exemplaire, quoi. Mais par contre, l'écologie aux écolos, pourquoi pas ? Mais l'immigration et la question trans, allô ? Du Parti communiste, tu prends la référence au marxisme. Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Cassandre regarde les vieux. Ah ouais, mental d'acier, moi. J'ai un mental d'acier. Hein. Mais après, vous savez pas comment je regarderai ça. Oui, bien sûr. Tu vas pas nous avoir comme ça. Hein. C'est bon. Hein. On sait, hein, le Daddy Mélenchon, hein. On a vu. Hein. Qu'est-ce que tu prends du Parti Socialiste ? Qu'est-ce qui reste ? C'est quoi l'héritage en fait ? D'abord, tu as raison de dire que j'y ai passé l'essentiel de ma vie. Mais il va pas reprendre sur le truc. On accepte que c'est EELV qui vous a appris à parler de l'immigration et des trans. Genre, ça, il le laisse. Genre, il n'y a pas de problème. Alors que c'est le NPR en plus. C'est plutôt l'extrême gauche, mais bon. Ouais. Et fort heureusement, encore une fois, les circonstances m'ont permis de rencontrer de grands événements et de m'y confronter. Le grand événement, c'est la victoire du programme commun et tout le processus qui a conduit à la victoire. Parce que c'est lui qui est le plus important. Non seulement par la manière avec laquelle les masses ont été éduquées en masse à adhérer au programme commun. J'ai passé des jours et des jours à aller avec le programme commun, toc, expliquer ce qu'il y avait dedans. L'éducation populaire, quoi. Ah oui. Puis tu sais, une éducation populaire qui ne te permet pas de raconter des salades. Hein, parce que tu as des gens en face de toi qui ne te parlent que de trucs concrets et qui te disent... qu'ils sont contents de voir que tu y crois, et puis des fois, à la fin de l'entretien, c'est « mais vous êtes avec les communistes, vous hein ?» Alors on disait « ben oui, ça se passe très bien, ils sont très bien et tout, oui, mais d'accord, mais enfin, ils sont contre Dieu. » Comment ça, ils sont contre Dieu ? Ben oui, ils sont contre Dieu, nous, on est pour Dieu, donc on ne vote pas pour ceux qui sont contre Dieu. On dit « attendez, c'est pas le sujet. Nous, il y a qui croit. » Tu m'étonnes qu'il ait fini athée insupportable. Bah oui. C'est pour te dire que dans une région qui était travaillée par le christianisme, où il y avait eu... cette question-là était posée, tu vois. Et ça, à qu'est-ce que tu réponds quand tu as juste ton bréviaire de formules toutes faites. Donc tu es obligé de commencer à réfléchir à plein d'aspects sur la manière de... Tu t'aperçois notamment d'une chose, c'est qu'un être humain n'est pas fait que de la vision objective de sa condition d'exploité sociale. Que les superstructures ne sont pas des superstructures, mais des composantes à part entière de la pensée d'un être humain. Et sauf à dire que la pensée est une superstructure, alors là, dans ce cas-là, on ne se comprend plus, on est plus matérialiste.
Donc comment tout ça se construisait et s'organisait. Le nombre de balles indirectes. Oh là là. En plus, c'est vraiment... Mais je suis d'accord, c'est vraiment le mépris avec lequel bon, ça va, bon, c'est ça, mais bon, alors là, voilà. Mais ça, c'est le truc le plus anti-Ruffin. Mais le bien plus sûr. tous les class first un peu débiles. Et qui, du coup, moi, ce qui est marrant aussi, c'est que les class first un peu, mais de Bégodeau à la Team Paduring, tu vois, le truc un peu de. En réalité, vu qu'ils se mettent à jour sur leur logiciel idéologique, notamment sur la question là où le class firstisme était une manière d'invisibiliser les choses comme l'antiracisme, le féminisme, etc. Et qu'ils sont convaincus qu'il faut l'intégrer à ça. Du coup, leur manière de le réintégrer est une manière à nouveau... Oui, de remettre la superstructure, l'objectivation, le côté un peu... C'est ça, exactement. Et que du coup, tu reviens à ce truc-là, la même méthode politique est appliquée à des nouveaux sujets. C'est intéressant, c'est intéressant. Après, ceci dit, au moins, force est de reconnaître qu'il y a une part de ce truc class first qui a fini par être convaincu de sortir de l'objectivation unique et du paradigme unique de la classe, même si leur manière de parler du reste redevient en dernière analyse la même manière qu'ils avaient de parler de la classe avant tout et de ça. T'es obligé de... Moi, je me rappelle des classes first. Non, mais si, je suis d'accord. Les classes first d'aujourd'hui sont beaucoup moins bigots que les classes first d'hier. Quand j'étais class first, tu ne nous parlais pas de féministes, tu ne nous parlais pas du reste. C'était même pas la peine. Au moins, ils parlent de la classe des femmes, mais bon, c'est... Non, mais c'est pour dire quand même qu'il y a un signe de victoire, tu vois. C'est que même les gens avec qui on n'est pas d'accord sur certaines visions mécanistes n'empêchent que le combat a un peu en partie gagné, quoi. Et puis je retrouve aussi que des fois revenir un peu dans le class first, des fois ça serait pas mal aussi. Mais bon, ça c'est. Pour moi, c'est pas qu'ils sont moins cons, c'est le rapport de force qui a changé. Je suis d'accord, c'est pas une question de moins cons, on s'en fout de les gens individuellement. C'est comme l'écologie pour l'extrême droite, ils sont obligés d'en parler, quoi. Moi, ça montre une certaine victoire, tu vois, de l'antiracisme politique par exemple. Tu vois, c'est comme quand toi, c'est comme quand t'as fait dans ton truc France Info, à un moment tu fais du Ouria sur le mégenrage. Genre c'est vrai, tu vois qu'il y a des méthodes politiques, par exemple de l'antiracisme politique, qui naturellement s'intègrent à des discours sur la question LGBT, sur les gens, Jean-Michel qui gère pas correctement, tu vois, le jour où nos vies seront pas déniées par l'État, on s'en battra un peu plus les couilles, quoi, tu vois. Ça amène des voix, c'est facile à comprendre, faut pas hésiter à me dire non, mais moi en fait je trouve que des fois la guerre qu'il y a eu contre le fait de ne parler que de la classe tout le temps nous a rendu bête et a fait qu'on n'en parle plus, quoi. Mais aussi... t'as des gens qui ont abandonné, tu vois, il y a une part de la gauche qui la question de la classe sociale, de la précarité, du prolétariat n'est plus, je vais le dire de manière caricaturale pour montrer que c'est un pur délire woke, dans la course à l'échalote de la salade de fruits intersectionnelle du pur délire woke, la classe sociale est le truc le moins intéressant. Mais c'est aussi parce que, et une des raisons pour lesquelles les gens se politisent beaucoup au travers du féminisme, au travers des questions LGBT avant tout, c'est parce que la conscience de classe est quelque chose de beaucoup plus complexe à créer que la conscience de soi en tant que femme, par exemple. Donc tu sais, t'as aussi un truc je pense aussi dans une société néolibérale. C'est-à-dire que dans une société néolibérale où t'as quand même du pop féminisme sur Instagram qui dit les filles, vous avez vu quand même, les mecs, c'est un peu des connards. Et c'est l'équivalent, je sais pas, si tu veux être en mode féministe matérialiste, c'est un peu l'équivalent de oh là là, les patrons ils sont chiants, tu vois. Mais tu sais, t'as un truc où, non mais dans le sens où l'acquisition d'une conscience même élémentaire de classe est plus facile sous le néolibéralisme que la conscience de classe ouvrière sous le néolibéralisme, parce que de fait tous les discours vont totalement à l'encontre de ça. Mais moi, si j'ai envie d'être de mauvaise foi caricatural et un peu semard, il y a aussi un truc de l'omniprésence de la question de l'identité minoritaire et de El Famoso course à la parole des concernés, où la question de la classe ayant été l'outil de l'invisibilisation du reste, la parole des concernés et prolétaires, et peut-être même à raison, a été aux avoirs anti-woke. Non mais je le dis de manière anti-woke. Mais je dis l'inverse justement, moi. Non mais justement, je te pose la question. Non mais en vrai de vrai, je sais que c'est les restes class first en moi débiles, où des fois, t'as l'impression que le concernisme est hyper efficace sur plein de questions et que le concernisme prolétaire est un peu mis sous le tapis. Mais je sais que en même temps, c'est mon côté petit con se marre et que ça marche pas comme ça, tu vois. Mais des fois, tu peux avoir, si t'es un peu con et que t'as pas envie de réfléchir
et que t'as pas envie de te poser des questions sur le reste, bah tu peux réfléchir comme ça, tu vois, et des fois, bah t'as des trucs qui t'y font penser, même si je suis d'accord avec toi qu'en vrai c'est caricatural et bête. Mais parce que cette version individualiste un peu du concernisme, c'est précisément la rhétorique libérale. Et là, quand je dis libéral, c'est pas dans le sens capitaliste, etc. C'est libéral en mode la tolérance, etc. quoi. Mais du coup, qui est compatible avec le capitalisme. Et donc, en fait, cette version libérale, c'est ce qui va faire le concernisme. Donc, forcément, par définition, tu peux pas l'appliquer aux ouvriers, puisque c'est libéral. Mais par contre, c'est pour ça que pour le féminisme, pour même parfois l'antiracisme, c'est un bug dans la matrice du libéralisme qui permet après à des gens d'avoir une porte d'entrée de politisation. Parfois la porte d'entrée va pas plus loin que ça, tu vois, elle va pas plus loin que quand même les femmes c'est dur, tu vois. Mais ça peut davantage avoir une porte d'entrée parce que le bug de la matrice libérale, c'est que au nom de la tolérance un petit peu vague, bah ça permet de créer une conscience de soi en tant que population dominée. Là où pour la classe ouvrière, c'est par définition interdit puisque c'est la matrice libérale qui fait ça, tu vois. Genre il y a pas de bug de cette même façon-là que pour le reste. En fait, oui, que vu qu'il y a pas que tu peux croire qu'il y a pas forcément de contradiction avec le libéralisme, avec la lutte féministe antiraciste, c'est facile de la récupérer. Oui. Du coup, tu la laisses peut-être plus. Mais aussi mais pour moi, c'est ce qui explique beaucoup. Le comité féministe sur Instagram, c'est déjà un truc de bourgeois. C'est un truc de bourgeois, mais c'est un accès au fait de questionner les rapports de genre auxquels tu n'as pas accès pour questionner les rapports de production. Ouais, en gros, il n'y a pas le mademoiselle des prolos. Tu commences par du féminisme libéral à la mademoiselle et en réalité tu te rends compte qu'il y a des trucs bien plus basés et radicaux et tu y accèdes même à travers t'as pas le truc où oh là là mon patron il est chiant etc. À moins que ce soit patron incognito, mais les modifications du monde du travail, les difficultés à redire précisément les ennemis de classe, ça peut aussi participer à rendre plus confus le discours sur la classe. Mélenchon essaye un peu d'y répondre quand il parle de peuple oligarchie, peu importe ce qu'on en pense. Oui. De fou. Arrêtez les comptes Insta, moins de plus 1 est horrible, c'est visionnaire. Bah non mais moi je trouve mais en fait parce qu'il y a pas de langage. Non mais il y a pas de langage. Il y a un langage libéral féministe qui te permet éventuellement d'aller en manif, ensuite te politiser et tu viens parfois à la lutte parce que tu as eu cette pipeline là qui t'a ramené en manif féministe, mais t'as pas cette pipeline pour la lutte des classes précisément parce qu'il n'y a pas de langage libéral pour exprimer ça. Il y a plein de gens qui se politisent par les trucs contre les discriminations, souvent c'est par lesquels tu es concerné. Mais bien sûr, mais moi, genre, comprenez, là je fais mon class first un peu débile des fois, mais ce que j'ai en fait, je vois en quoi j'ai des mauvaises pensées class first parfois où je me dis mais putain et la classe dans tout ça. J'ai vu un TikTok de Kid Ismail aujourd'hui qui parle justement des problèmes avec les gays blancs et il fait le problème, c'est que les gays blancs ils ont une discrimination qui est l'homophobie et ça fait qu'ils s'aveuglent sur leurs autres privilèges, le privilège blanc, le privilège masculin, ça je suis d'accord, et à un moment il dit du coup il voit pas l'intersection privilège blanc, le privilège masculin, la précarité, etc. Et j'étais en mode, mais de tout ce que tu dis, t'as raison. Et pourquoi tu sors les gays blancs de la précarité, du coup ? Et en réalité, si je suis de bonne foi, j'ai très bien compris ce qu'il a voulu dire. En réalité, bien sûr qu'il parle des gays blancs privilégiés, insupportables, qui sont le bras armé parfois du RN ou du PS. Enfin, tu vois, un truc. Mais en même temps, tu sais, je vois en quoi, en moi, ça crée un premier instinct de ressentiment sur... Non, mais il y a des gays blancs précaires. Prolétaire, etc. Machin. Tu vois, il y a un truc où tu dis, mais en fait, t'en reviens à ce truc, tu vois, mécanisme de la classe quand même au secours, tu vois. Mais voilà, mais bref. Non, mais et surtout, c'est pour montrer que je veux pas être caricatural. Mais parce que non plus, le langage au travers duquel on revient à parler de classe sociale, c'est au travers de la précarité, qui est un peu une espèce de transposition dans le discours un peu, qui peut être un discours un peu humanitaire sur ah là là, les pauvres précaires, c'est vraiment dur la vie, tu vois. On va pas dire les travailleurs, on va pas dire les ouvriers, on va pas dire on va dire les précaires. Et en fait, on va s'adresser finalement à une frange du prolétariat qui est précarisée, en fait, qui est une frange du prolétariat, tu vois. Mais c'est un peu par la précarité que le discours libéral commence un petit peu à se doter d'un langage sur la classe sociale. Et donc c'est peut-être ça un peu ça me fait beaucoup penser au truc un peu nord-shit de flexibilisation, les gens qui se moquent un petit peu de tous ces aspects-là de la précarisation, qui sont, mais d'ailleurs c'est pas pour rien que Mélenchon est en tête chez les précaires. C'est aussi que c'est un peu, si on veut chercher un peu c'est quoi la porte d'entrée là-dedans, le discours de la précarité qui peut se retrouver un peu dans le libéralisme est un peu l'équivalent du féminisme libéral pour... c'est intéressant. Le problème c'est de pas remettre ça sur le dos de l'antiracisme ou du féminisme alors que c'est un sabotage capitaliste. Mais oui, moi je suis d'accord, en fait c'est pour ça que je suis en mode, quand je dis que je vois mes mauvais instincts de vous parlez pas de lutte des classes, vous parlez pas de la classe, vous parlez pas de machin, je vois en quoi ça peut nous amener, tu sais, genre le truc de justement comment réussir à recréer du discours de classe, de la conscience de classe sans devoir l'antagoniser.
avec le reste, quoi. Bref, je pense que c'était compréhensible. Mais en vrai, là, je pense qu'on a bien parlé de fou. De cette époque du PS, de est-ce que Mélenchon, c'est un colon ou est-ce que c'est pas un colon? Est-ce qu'il est pour le Maroc ou pas pour le Maroc? La prochaine fois, on reprendra sur le tournant de la rigueur 1983. On parlera de ce sujet. On continue l'interview. On continue, c'est l'aider. Je suis 10% turc, on le saura. Moi aussi, comme Mélenchon, j'ai été arraché à ma turquité. Et n'hésitez pas, les gens sur YouTube, à donner sur le Tipeee Zawa Prod. Allez-y pour soutenir. On continue, le plateau revient bientôt. On est en train de travailler dessus. Voilà, merci.